À 6h45, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Plus de 270 000 morts, des réfugiés par millions. La guerre dure maintenant depuis 5 ans en Syrie. Triste anniversaire, 5 ans de guerre. Pour quel résultat ? Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, enseignante à Sciences Po. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Il y a 5 ans, beaucoup de pays occidentaux, dont la France, s'attendaient à ce que le régime de Bachar el-Assad tombe, comme celui de Moubarak ou de Ben Ali. Pourquoi est-ce que 5 ans après, Bachar est encore en place ? Alors Bachar el-Assad est toujours en place parce que la nature du régime politique en Syrie n'était pas de même nature que celui qu'il y avait en Tunisie ou en Égypte. Vous avez une minorité au pouvoir incarnée par la famille Assad et qui avait tout à perdre en laissant éventuellement quelqu'un d'autre prendre le pouvoir. Et donc tous les services, tout a été mobilisé pour maintenir ce système en place, en particulier l'armée, les services de sécurité et de renseignement qui sont omniprésents en Syrie. Et surtout, la grande différence avec les autres pays, c'est que la Syrie bénéficie de 2 alliés absolument indéfectibles depuis le début de ce conflit, qui sont l'Iran et la Russie, et que d'emblée, ces 2 alliés ont vraiment soutenu, supporté ce régime pour éviter qu'il ne tombe. Donc ça fait une énorme différence. Mais on a l'impression aujourd'hui d'un immense bourbier. Est-ce que vous arriveriez à résumer en 2 ou 3 phrases qui fait la guerre à qui ? Alors, il y a effectivement plusieurs guerres qui se déroulent en Syrie aujourd'hui. Il y a la guerre de Bachar el-Assad soutenue par l'Iran et la Syrie contre l'opposition syrienne qui a manifesté dans la rue pour faire partir ce régime. Alors cette opposition qui aujourd'hui est soutenue en partie par des Occidentaux, la France ou les États-Unis, mais pas de façon significative, c'est beaucoup en mots mais peu en actes. Vous avez la Turquie qui joue un rôle aussi important parce que la Turquie, elle aussi, souhaite le départ de Bachar el-Assad et la Turquie soutient certains groupes. Et vous avez enfin les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar ou d'autres, qui soutiennent d'autres groupes de l'opposition. Et vous avez maintenant un nouvel acteur depuis maintenant 2 ans, qui est l'organisation État islamique, qui elle s'est installée à l'est du pays, à la frontière avec l'Irak, et qui contrôle aujourd'hui au moins 30% du territoire. Mais on a justement du mal à savoir que contrôle encore Bachar el-Assad sur place, que contrôle l'État islamique et quel est le rapport de force entre les deux ? Alors, Bachar el-Assad contrôle, lui, la région côtière, c'est-à-dire Damas, Homs, et la région de Latakia, qui est la région alaouite dont il est originaire. Donc ça, les Russes et les Iraniens l'aident à maintenir ce contrôle sur cette zone, et donc il arrive à peu près à contenir. Et après, vous avez à l'est du pays, donc pas loin de la frontière avec l'Irak, l'organisation État islamique, parce que pour cette organisation, il faut faire le continuum avec l'Irak. Cette organisation est née en Irak. Oui, cette frontière n'existe pas entre les deux pays. Pour l'organisation État islamique n'existe plus. Donc il y a à peu près 30 à 40%, dit-on, du territoire contrôlé par l'État islamique. Et entre les deux, vous avez des groupes de l'opposition, que ce soit l'armée libre de Syrie, qui était la première organisation laïque militaire qui a lutté contre Bachar el-Assad. Et à côté de ça, maintenant, tout un tas d'autres petits groupes qui sont soutenus par tel ou tel pays pour essayer de reprendre du territoire. L'intervention d'un côté des Américains, des Français, de l'autre des Russes, est-ce que ces interventions-là ont permis de freiner le développement de l'État islamique, concrètement ? Alors, l'intervention de la coalition occidentale contre l'État islamique a permis d'éviter que cette organisation continue à gagner du territoire. Donc, elle a été contenue. On a stoppé l'expansion, mais on n'a pas réduit l'étendue du territoire contrôlé par Daesh. Pas complètement. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, le travail de la coalition consiste à essayer d'assécher les sources de financement de cette organisation. Et on voit qu'aujourd'hui, celle-ci rencontre des difficultés, puisque, par exemple, les convois de pétrole sont touchés par les bombardements, les puits de pétrole sont touchés. Vous savez que c'était une des ressources essentielles de cette organisation. Donc aujourd'hui, on voit une organisation qui a moins de moyens qu'auparavant. Et d'ailleurs, les témoignages que l'on a de Syriens qui habitent à Al-Raqqa, qui est la capitale de cette organisation, dit qu'effectivement, elle est en train de racketter de plus en plus la population qui a de moins en moins à donner parce qu'ils ont moins de ressources. Donc, de ce point de vue-là, il y a une certaine efficacité. Maintenant, elle n'est pas suffisante parce que pour lutter contre cette organisation, il faudrait des troupes au sol et que pour l'instant, personne ne veut y aller. Et les Russes ? Alors les Russes, eux, leur entrée dans le conflit fin septembre a radicalement changé la donne, puisqu'il est intervenu à la demande de Bachar el-Assad, parce que celui-ci s'apercevait que ses troupes n'avaient plus les moyens de même garder le contrôle de cette fameuse Syrie utile dont on parle. Et donc l'intervention russe a complètement remis Bachar el-Assad en scène et fait qu'aujourd'hui, il apparaît comme un des interlocuteurs, parce que ce rapport de force a complètement changé et a redonné du peps, si je puis dire, à Bachar el-Assad. Une trêve a été signée et acceptée fin février par les Américains d'un côté, les Russes de l'autre, acceptée aussi par le régime de Bachar. On lit
beaucoup qu'elle est globalement respectée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain pour les Syriens ? Alors ça veut dire qu'il y a des endroits où effectivement la trêve est réelle et que la population respire à nouveau un petit peu. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que vendredi dernier, vous savez qu'il y avait des manifestations au début de la révolution tous les vendredis. Vendredi dernier, en raison de la trêve, il y a des Syriens qui sont redescendus dans la rue pacifiquement pour justement demander le départ de Bachar el-Assad. Mais donc, comme il y a 5 ans, retour à la case départ ? Non, pas retour à la case départ, parce que malheureusement le pays a été complètement détruit depuis. Mais quand on dit globalement, c'est parce qu'il y a quand même des endroits aujourd'hui où Bachar el-Assad ne veut pas faire respecter cette trêve, parce qu'il y a quand même des poches de résistance fortes à ce régime, et que donc il montre qu'il participe à cette politique de trêve parce que c'est important, mais en même temps il se garde la capacité de continuer à pouvoir agir sur certains territoires qui lui sont vraiment fermement opposés. Une question très compliquée, j'imagine, ce matin. Est-ce que vous voyez une issue possible ? Il y a toujours une issue à un conflit. Il faut se raccrocher à cette idée qu'un conflit, un moment, un jour ou l'autre, finit par s'arrêter. Ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est qu'on est revenu quand même à un processus politique. Justement, l'intervention russe de septembre a contraint les uns les autres à se rendre compte de toute façon qu'il n'y avait pas d'issue militaire sur le terrain et qu'il fallait absolument revenir à la solution politique. Alors le drame, évidemment, c'est que les Russes, en intervenant, ont redonné de la force à Bachar el-Assad, que celui-ci se sent à nouveau en position de force et il veut moins négocier. Je crois quand même que les Russes ont compris qu'il fallait négocier parce que les Russes ne veulent pas s'enliser en Syrie. Ils ont bien vu que la situation était beaucoup plus compliquée que celle à laquelle ils s'attendaient quand ils sont intervenus à la demande de Bachar el-Assad. Donc les Russes se rendent compte que s'il n'y a pas de processus politique, la situation militaire allait continuer à se dégrader et qu'ils ne veulent pas rester indéfiniment sur place, que ça coûte très cher et qu'ils n'en ont pas forcément les moyens indéfiniment. Donc il y a une prise de conscience aujourd'hui de la part des Russes et des Occidentaux qu'il faut absolument sortir de ce conflit. D'où les pressions exercées aujourd'hui par les Russes sur Bachar el-Assad pour le contraindre à accepter cette fameuse trêve, même s'il ne joue pas le jeu à 100%, mais ça a permis déjà à la population de récupérer. N'oublions pas, on ne parle plus jamais de cette population syrienne, mais il y a au moins 300 000 morts et la moitié de la population qui a quitté sa ville ou sa maison. Il y a la moitié de la population syrienne qui n'habite plus chez elle, que ce soit à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur. Merci Agnès Levallois. Je rappelle que vous êtes enseignante à Sciences Po. Merci d'être passée en direct par le studio d'Europe 1 ce matin. Merci beaucoup.